Dans les jardins du Clos Lucé, à l'heure où les visiteurs viennent admirer la dernière demeure de Léonard de Vinci, une petite troupe s'active dans un vestiaire improvisé. Certains révisent encore leurs textes, tandis que d'autres enfilent déjà les costumes qu'ils porteront en juillet pour les représentations de Marignan 2015. Premier rôle et second couteau se retrouvent aujourd'hui au complet pour la première fois. La Générale a lieu un mois plus tard, et pour Jean-Louis Dumont, le metteur en scène du spectacle, il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire que quand on va avoir déboulé 150 Allemands, Italiens, les chevaux, les musiciens et autres, il faudra que moi j'ai une journée et demie, en gros, avec eux, pour caler tout ça. Il faut que tout le travail qu'on a à faire nous avant, il soit béton. Un travail en amont indispensable, car le défi le plus important repose dans la complexité du spectacle. Pendant près de 2 heures, les tableaux se succéderont, passant de la comédie et des scènes intimistes à des aperçus historiques nourris de reconstitutions grandeur nature. Pour que le spectacle soit divertissant, tout en restant instructif, la mise en scène de Jean-Louis Dumont se doit d'être limpide pour le public. Il faut veiller en amont à ce que la structure même du spectacle induise une sorte de mise en scène qui se construit dans le spectacle. Et que donc on ait des relais de la mise en scène à l'intérieur du spectacle. Les relais de la mise en scène à l'intérieur du spectacle, c'est le fil rouge, c'est les scènes qui font les transitions, c'est le fait de pouvoir expliquer à l'intérieur, dans le spectacle même, ce qui est en train de se faire et de se passer. Le plus évident pour arriver à avoir cette tenue du spectacle qui s'écrit au fur et à mesure, c'est d'avoir une sorte de fil rouge, un personnage qui tout au long du spectacle dit ce qui se passe, dit ce qui va se passer, dit qui est là et permet d'être le lien entre le public et le spectacle qui se déroule devant ses yeux. Ce fil rouge, Jean-Louis Dumont va le réinventer, en s'inspirant d'une astuce de mise en scène repérée dans l'opérette d'Offenbach, La Belle Hélène. Donc il y a un personnage dans La Belle Hélène qui à un moment donné dit « Ce roi barbu qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. » Et tout le monde va regarder le roi barbu qui s'avance. D'accord ? Et là, on est exactement dans la même situation. Et donc il y a un personnage, Stazio Gadio, l'ambassadeur du duc de Mantoue, qui va être celui qui dit, celui qui raconte, celui qui commente, celui qui sert de go-between entre le public et ce qui se passe devant les yeux du spectateur. Eh bien non, nous ne sommes pas dans le duché de Milan. Eh non, nous ne sommes pas à Marignan. Eh non, nous ne sommes pas non plus au mois de septembre. Et nous ne sommes pas en 1515. Nous sommes à Amboise, sur le bord de la Loire, au mois de mai 1518. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas la bataille star des livres d'histoire de France. C'est le principal outil qui va nous servir. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est très souvent que les personnages annoncent ce qui suit, font une transition vers ce qui va arriver, commentent ce qui se fait. Voilà, c'est ça la difficulté du projet et en même temps l'intérêt du projet, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir cette difficulté à résoudre. Dans le texte de François Ier, dans celui de Léonard de Vinci, dans celui des bourgeois d'Amboise, on retrouve donc ces éléments de mise en scène embarqués, ici et là, pour que le récit tienne et avance. Du côté des comédiens, l'équilibre à respecter est donc subtil. D'un côté, l'écriture moderne, de l'autre, la rigueur historique, qui s'apparente parfois à un saut dans l'inconnu. Chercher effectivement dans les représentations graphiques qu'il peut y avoir de ces personnages-là, la façon dont ils se tenaient, la prestance qui devait se dégager de ces personnages-là, essayer de la restituer au mieux dans une gestuelle qui soit le plus possible proche de ce qu'on peut imaginer. Mais un trait de caractère qui me paraît quand même important chez elle, c'est que c'était une femme sensible qui, dans des lettres qu'on a retrouvées de sa main, en fait, des lettres qu'elle a écrites, témoigne justement des peurs qu'elle a en fait pour son fils qui est tantôt au combat, tantôt à faire des tournois. En somme, elle dit bon bah voilà, c'est bien joli eux, mais ils pensent pas que nous on tremble
On tremble en permanence pour ces hommes qui passent leur vie à se battre, en fait. Voilà. Le François Ier de 1518, interprété par Geoffrey Lopez, est un personnage nuancé. Tour à tour roi guerrier et souverain philanthrope, combattant et confident, le monarque montre plusieurs visages. Pour le comédien, c'est d'abord un coup à prendre physiquement, avant de pénétrer la psychologie du personnage. On s'imagine une voix assez forte pour le personnage. On sait que c'est un personnage d'autorité, c'est un personnage qui aimait monter à cheval, qui aimait faire la guerre. Donc tout ça, ça amène une certaine, on va dire, prestance, une certaine autorité qu'on cherche à travailler. Dans le personnage, il y a aussi une grande curiosité, notamment avec Léonard de Vinci. Il s'intéresse à ses créations, à ses inventions. Il parle de la guerre, et on sent que c'est un homme qui a quand même été marqué par la bataille de Marignan. C'est pas simplement un guerrier bourru, c'est pas un imbécile. On sent qu'il a réfléchi sur la guerre, qu'il est ressorti de la guerre avec aussi certaines blessures psychologiques, et il réfléchit véritablement à maintenant, en 1518, au moment où on prend le spectacle, comment éviter de nouvelles guerres et comment avoir une paix durable. Et donc c'est avec cet esprit-là qu'il va demander à Léonard d'orchestrer cet événement de Marignan 1518. Épée à la main et chemise au vent, quoi de plus naturel que de se sentir roi de France? Surtout quand quelques artifices permettent de faciliter les choses. En 2 coups de pinceau, le personnage est esquissé. Mais le travail débute vraiment une fois les prothèses rangées. Il faut faire en sorte que la postiche ne se transforme pas en pastiche. Alors pour ne pas tomber dans la caricature quand on interprète Léonard de Vinci, c'est assez facile. Il faut juste ne pas faire confiance au costume. L'habit fait le moine, certes, mais pas au théâtre. Au théâtre, le moine, il faut l'habiter, il faut lui donner corps, il faut l'incarner. Or, le problème avec Léonard de Vinci, c'est que c'est un intellectuel, c'est un type qui pense. Comment jouer un type qui pense, ça n'existe pas. Donc je me suis demandé qui il était, c'était quoi ce personnage en fait, qu'est-ce qui l'anime Léonard de Vinci? Et je me suis dit, ce qui l'anime, c'est une énorme curiosité. Et quels sont les personnages qui ont une énorme curiosité dans notre vie de tous les jours? Ce sont les enfants. Et donc je l'ai rapproché de mon caractère fantasque. Moi j'aime être avec les enfants, j'aime les réflexions d'enfants. Je trouve que c'est toujours très évocateur sur le monde. Et là, d'un seul coup, je peux jouer Léonard de Vinci, c'est-à-dire que j'ai un regard d'enfant, je regarde les choses comme si je ne les avais jamais vues. Je me dis, tiens, comment ça fonctionne si? Qu'est-ce qui se passe si on appuie là-dessus? C'est quand même un type qui est capable d'écrire avec les 2 mains, dont une écrit à l'envers. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la mécanique du cerveau, quoi. C'est hallucinant. Qui s'amuse à faire ça? Un enfant à l'école s'amuse à le faire. Je ne dis pas qu'il le réussit, mais il s'amuse à le faire. Donc quand on joue Léonard de Vinci, faut juste s'amuser. Il faut regarder le monde avec un œil neuf. Et oui, sous cet homme se cache un génie. Un spectacle historique. L'expression n'est pas antinomique, mais elle nécessite un dosage expert. Inventer, imaginer, prendre des libertés, mais aussi raconter, apprendre et donner à voir. Plus on a d'apports historiques, d'expertise, de connaissances, plus on s'éloigne finalement d'un spectacle de 2 heures vivant devant le public. Pour mettre en scène 2 heures de spectacle, je n'ai pas besoin de 1000 pages de documentation. On sait par exemple dans le récit de Stazio Gadio que des bourgeois d'Amboise ont percé les murs de leur maison et ont vendu les emplacements pour que des gens puissent regarder le spectacle depuis les maisons pour faire des sortes de... comme les balcons. En fait, c'est la même histoire que les balcons à Monaco pour regarder le Grand Prix. Toutes nos fenêtres sont allouées. Dépêchez, il ne reste que quelques places. Chez moi, le bateau est roi. S'il manque des fenêtres, j'en ouvre de nouvelles dans la muraille. Dans les 3000 pages de documentation qu'on a, c'est 1 ligne et demie. Mais cette ligne et demie, elle me donne une scène qui donne une idée au public de ce qui est en jeu. C'est-à-dire qu'il y a 500 ans, il y a des gens qui
qui font des trous dans leur maison, qui essayent de vendre, qui essayent de profiter de l'événement, il y a un événement qui se passe, et que finalement, même si c'est 500 ans avant, les ressorts, les fonctionnements des personnages sont les mêmes que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il faut fabriquer le spectacle, c'est-à-dire aller chercher des petites choses qui vont être des sujets, des éléments de dramaturgie du spectacle.